Our journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer sa vie pro. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en épanouissement et experte en marketing authentique. J'aide les femmes qui se sentent démotivées et en perte de sens dans leur job à créer l'écosystème professionnel qui leur ressemble et qui les épanouit. Que ce soit en changeant de poste, en bifurquant de voie, en lançant leur projet entrepreneurial ou un subtil mélange de tout cela. Dans l'épisode du jour, je vous emmène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle et d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Je vous partage son expérience, ses émotions et ses rebondissements pour vous inviter à vous questionner, vous inspirer et vous montrer que c'est possible de suivre le chemin qui vous fait kiffer. Elle a chamboulé les codes de l'entrepreneuriat traditionnel et m'a fait plonger dans un nouvel univers, celui de l'entrepreneuriat à impact positif. Tu te demandes peut-être qu'est-ce que cela veut dire. L'entrepreneuriat à impact positif, c'est une manière d'entreprendre en étant engagé, en impulsant le changement et en œuvrant pour le mieux. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Solène, la fondatrice de Creator for Good depuis 2014. Elle nous partage son déclic pour la réinvention, son parcours et la manière dont elle a su créer son propre concept et prendre sa place. Dans l'épisode du jour, on parle de légitimité, de petits pas et de sororité. J'ai vraiment apprécié notre échange qui, je suis sûre, va vous booster et qui sait peut-être vous donner envie de vous réinventer pour impacter. Hello Solène, je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Nathalie, merci beaucoup de me recevoir. Et justement, pour bien commencer cette réception, j'aime bien poser la question à toutes mes invitées, qui est la suivante. Tout commence par un rêve. Quel est le tien, Solène? Mon rêve, ce serait de vivre dans un monde ou une société plus écologique, plus éthique, plus collaborative aussi. Voilà, après certains vont peut-être dire que c'est plus une utopie qu'un rêve, mais voilà, moi je le considère vraiment comme un rêve qui est en train de se réaliser parce que mine de rien, voilà, la société bouge, change, ça devient de plus en plus, enfin je sais qu'on est de plus en plus à aspirer à ce nouveau monde-là, donc j'espère bien pouvoir en être témoin avant la fin de ma vie. Et en plus d'en être témoin, je suis sûre que tu en es déjà actrice. Est-ce que tu peux te présenter, Solène, et nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Oui, donc je suis Solène Pigné. J'ai lancé une entreprise qui s'appelle Creators for Good il y a un peu plus de 8 ans maintenant, en 2014 donc. Notre mission, en fait, donc, c'est d'accompagner des femmes qui se reconvertissent dans l'entrepreneuriat, soit donc à lancer leur projet à impact positif, soit pour celles qui sont déjà lancées à grandir, à atteindre la viabilité financière et à démultiplier leur impact. Et je me suis donné cette mission parce que j'avais très envie en fait d'avoir un métier à impact moi-même, de pouvoir contribuer au développement durable. Et je me suis rendu compte qu'on était nombreux en entreprise à dépérir et à sentir un décalage entre nos valeurs et notre activité professionnelle. Et je trouve que l'entrepreneuriat, c'est un merveilleux moyen de pouvoir combiner les deux, en fait, de pouvoir avoir une carrière et un impact positif. Merci pour cette super présentation. Et je me pose une question, peut-être que nos auditrices aussi se poseront la même. Ça veut dire quoi, en fait, entrepreneuriat à impact positif pour toi? C'est bien que tu dises pour toi à la fin de ta question parce que, pour être honnête, il n'y a pas de définition admise et c'est un peu à libre interprétation de chacun et chacune. Et s'il y a peut-être déjà une première chose que je souhaite partager à tes auditrices, c'est que si elles se sentent dans une démarche éthique, à impact, engagée, quels que soient les mots d'ailleurs qu'elles posent sur cette démarche, elles ont le droit de se revendiquer comme telles parce que tu peux pas savoir le nombre de personnes qui me posent la question en disant parce que du coup je suis pas sûre moi ma petite activité, ma petite idée, est-ce que c'est vraiment assez bien, assez légitime pour dire que c'est à impact. Impact, ça semble quand même très grand. C'est surtout les femmes, hein, les hommes ont un peu moins de mal à s'auto-attribuer des qualités.
Tout ça pour dire que la façon dont moi je le définis, ça va être donc un projet entrepreneurial, donc de création de services et ou de produits, qui va avoir pour intention principale de contribuer à un changement écologique, sociétal, social. Ça peut prendre plein de formes, ça peut être dans tout type de secteur. Il y a pas, c'est pas que les énergies renouvelables ou, je sais pas, le zéro déchet. Enfin, voilà, ça peut vraiment toucher tous les métiers, tous les secteurs d'activité. Mais l'idée, c'est de se dire, je crée mon activité pas juste pour gagner ma vie ou pour emmagasiner plein de profits, même si ça peut être aussi un des objectifs. L'objectif principal, c'est de pouvoir contribuer à faire évoluer les choses dans le féminisme, l'éducation, encore une fois, voilà, l'écologie, la consommation responsable et j'en passe. Du coup, tu soulèves un point hyper intéressant, c'est que les femmes se considèrent parfois pas suffisantes, pas assez pour revendiquer un projet à impact. Pour moi aussi, j'ai eu un petit peu de cheminement pour comprendre ce que c'était l'impact. Je pensais en fait qu'il fallait être Martin Luther King ou envoyer quelque chose dans l'espace ou changer complètement la face de la planète pour avoir de l'impact. Est-ce que tu peux nous partager justement quel type d'entrepreneur à impact tu accompagnes et qui peut un petit peu justement sortir de l'ordinaire? Alors déjà, pour rebondir sur ce que tu viens de partager, je pense que c'est hyper important effectivement d'appuyer sur ce point qu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'importance que peut avoir l'impact qu'on va déployer. Et surtout, c'est important de se dire que si on veut changer les choses et si on veut que le monde avance, on peut pas juste s'appuyer sur une ou deux personnes qui vont, voilà, comme tu parlais de Martin Luther King, qui vont créer des révolutions et faire impulser des changements à très grande échelle. Il faut aussi que l'ensemble de la société civile et que l'ensemble des individus puissent contribuer chacun à leur façon et chacun à leur échelle à ces changements. Donc si voilà, je prends l'exemple d'une société plus écologique, bien sûr que ce serait génial que le gouvernement s'y mette enfin avec les grandes entreprises aussi, mais c'est pas que ça, c'est pas que les grands en fait qui doivent changer et surtout qui peuvent le faire et peut-être même que la réactivité qu'on peut avoir à petite échelle, ça va plus vite et donc c'est peut-être même en tout cas, moi, c'est mon point de vue, c'est que le monde va changer en partant du bas, en fait, pas en partant du haut. Et du coup, on est toutes et tous d'autant plus légitimes à impulser ces changements. Et après, tu me demandais des exemples concrets. Alors, ça peut être vraiment, comme je disais, dans n'importe quel secteur d'activité. Je pense par exemple à une ancienne architecte qui avait envie de se reconnecter à la nature et qui s'est du coup reconvertie et est devenue conceptrice de jardins vivants, c'est-à-dire à la fois écologique et très facile d'entretien. Ou encore une personne qui, après une carrière en RSE, a voulu revenir à ses racines bretonnes et travailler de ses mains. Et aujourd'hui, elle fait de la rénovation de meubles en bois en mode économie circulaire pour donner une deuxième vie aux meubles de grand-mère qu'elle modernise, mais uniquement avec des produits respectueux de l'environnement. Ou encore une ancienne salariée d'ONG qui, suite à un burn-out, s'est formée au coaching pour accompagner les travailleurs de l'humanitaire à se prémunir des risques d'épuisement au travail. C'est des exemples hyper parlants. Merci de ce partage et surtout, en fait, ça montre souvent que le changement et la réinvention, moi j'aime bien parler de réinvention professionnelle, en fait, ça part de soi. Ça part d'un constat de quelque chose, d'une situation qu'on vit ou de quelque chose auquel on est confronté. Et j'aimerais repartir de toi, justement, Solène. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'entreprendre dans l'impact et avoir de l'impact de manière positive par rapport à ta vie d'avant? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton cheminement? Alors peut-être déjà, il y a eu certaines graines qui ont été plantées pendant mes études où je me suis assez vite intéressée au développement durable. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses qui ont contribué à ça, mais je me rappelle notamment du film Une vérité qui dérange de Al Gore qui m'avait moi fait un certain électrochoc. Et très vite, quand il y avait des exposés à faire ou des projets où on avait un peu plus de liberté, j'orientais tout vers le développement durable.
Et j'ai fait une école de commerce. Je me suis impliquée dans une association qui s'appelait Envie et qui était justement sur le développement durable. Et pendant que j'étais dans cette école, au miracle, s'est ouvert un master en développement durable. Ça s'appelait en management de la performance durable. Le but, c'était de pouvoir travailler dans la RSE, en fait, donc dans la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, j'ai sauté sur l'occasion pour, faire ce master-là. Pour la petite histoire, j'étais même major de promo. C'est pour te dire à quel point j'étais à fond, alors que j'avais jamais été première de la classe dans mes plus jeunes. Enfin, j'étais une bonne élève, mais pas non plus excellente. Mais là, enfin, tu vois, je sentais que j'avais genre trouvé ma voie, que c'était le truc. Et puis, donc, j'ai été diplômée en 2011 et j'ai galéré à trouver du travail parce que même si de plus en plus d'entreprises se mettaient à la RSE, ils embauchaient pas forcément sur ces postes-là. Ils prenaient plutôt quelqu'un en interne qui allait se pencher sur ces sujets, mais qui était déjà pas forcément formé, sur lequel ils allaient pouvoir garder un certain contrôle parce que c'est vrai que moi, j'allais dans mes entretiens d'embauche avec, tu sais, la niaque de la jeune diplômée, peut-être un peu naïve, en mode « Ouais, on n'a qu'à tout changer. Merci beaucoup, madame. Au revoir. » Donc, bref, voilà, j'avais des élans et un enthousiasme qui s'est un petit peu refroidi au fil des entretiens d'embauche. Et au final, j'ai trouvé un travail dans une boîte anglo-saxonne, une boîte anglaise, voilà, qui était liée au secteur de l'énergie et de la santé, donc des secteurs où il y a des enjeux au niveau du développement durable. C'était pas un poste sur le développement durable, mais je me suis dit bon c'est pas grave, je vais gravir les échelons et puis je ferai mes petits changements. J'impulserai en interne, quoi, si personne veut m'embaucher déjà sur ces sujets. J'ai eu l'opportunité, en fait, avec cette entreprise, d'être expatriée. Donc, je changeais de pays tous les 3 à 6 mois. Donc, j'ai habité en Afrique du Sud, en Indonésie, en Turquie, en Russie, au Nigeria. Enfin, c'était une expérience hyper riche. C'était aussi une des raisons pour laquelles j'avais dit oui et que c'est un compromis, entre guillemets, sur mes valeurs. Et j'ai travaillé pour eux, voilà, quelques années. Et effectivement, j'ai gravi les échelons jusqu'à avoir un poste de directrice pays, donc en Turquie, à Istanbul, où j'ai finalement continué à habiter parce que, pour la petite histoire, j'ai aussi rencontré mon futur mari et père de mon fils à cette époque. Donc, je ne savais pas encore, mais voilà, mes deux vies professionnelles et personnelles se sont un peu croisées à ce moment-là. Et pendant donc ma première année dans mes fonctions de direction pays, où j'avais vraiment une bonne vision, parce que c'était moi qui faisais les embauches localement. Donc, j'avais ma N+1, ma responsable régionale à qui je faisais des rapports, mais j'avais beaucoup d'autonomie localement. Et du coup, voilà, j'ai commencé à dire « j'aimerais bien pouvoir impulser quelque chose ». Et on m'a dit « écoute, oui, pourquoi pas ». On n'a pas trop voulu me couper l'herbe sous le pied, en me disant bon d'accord mais sur ton temps libre, quoi. En gros, tu le fais en plus de tes missions, mais on veut pas que ça vienne diminuer ta capacité de travail. Et donc un bon petit élève très sérieuse et impliquée dans son travail, oui pas de problème. Donc en gros soir, week-end, je comptais vraiment pas mes heures. En plus, c'était très nouveau pour moi le management d'équipe, donc c'était, je me suis peut-être un petit peu aussi chargée la barre, comme on dit. Mais j'étais tellement alignée avec cette idée, j'avais tellement envie de pouvoir enfin, après 3 ans d'attente, commencer à avoir des actions plus RSE, que j'ai accepté en fait de faire ce compromis. Sauf que ça a pris beaucoup, le projet du coup que j'ai mis en place a pris beaucoup plus d'ampleur que ce que eux avaient anticipé ou compris. J'ai signé des partenariats avec des très grosses institutions localement. Et là, ils m'ont dit non, mais en fait, on s'était pas rendu compte de l'ampleur du truc. Si toi, tu le fais en Turquie, tout le monde va pouvoir le faire dans tous les autres pays, parce que l'entreprise avait des succursales dans 26 pays. Et donc, en gros, ça va nous échapper, ce truc. C'est pas forcément aligné avec notre vision. On allume tout. Donc, moi, j'ai dû aller revoir tous les partenaires que j'avais, vers qui j'étais moi-même allée et tout, pour leur dire finalement, mon siège social a dit non, désolée, je suis obligée de revenir sur mon partenariat. Franchement, c'était horrible à vivre. En plus, cette année-là, moi, j'avais aidé parce que j'étais directrice aussi commerciale, j'ai aidé à signer des contrats, à gagner de l'argent, tu vois, donc j'avais de la visibilité sur les finances, j'avais
aidé à générer plus d'un demi-million de pounds. Le CEO s'était acheté un château en Italie et tu vois, j'étais là, mais tout cet argent-là, il va où? Il sert à quoi? Est-ce que l'autre, il se dort la pilule au bord du lac de Côme, quoi? Et tout ça pour que moi, j'ai pas le droit, sur mon temps libre, de faire quelque chose qui a un petit peu d'impact, un tout petit peu d'impact positif, quoi. Et en fait, là, mon corps, il s'est genre déconnecté. J'arrivais plus du tout à travailler. J'étais, tu sais, devant mon ordi, là, je buguais complètement. Et en même temps, je me réveillais à 4 heures du matin, je faisais mes mails dans ma tête. J'étais complètement surmenée. C'était hyper difficile à vivre. Et du coup, j'ai consulté, en fait, une psy en me disant, là, je sens que je vais plus bien, j'oublie tout, tu sais, genre, où sont mes clés, enfin, tu sais, j'avais plein comme ça, de petits symptômes bizarres, quoi. Je me reconnaissais plus. Et en fait, elle m'a diagnostiqué un burn-out. J'étais, voilà, clairement surmenée. Mais je pense que il n'y a pas de terme. Mais pour moi, c'était pas tout à fait enfin, c'était un burn-out parce que oui, j'avais clairement chargé la barque et je travaillais trop et j'avais peut-être aussi trop de responsabilités pour mon âge. Et puis voilà. Mais c'est vraiment cet épisode où ça m'a brisé le cœur en fait et de me dire mais j'en ai marre de faire gagner du fric à des connards. Désolée pour le... Je sais pas si tu mettras un bip sur ton, Non, sur ton ça va podcast. être mis en avant justement, on en Peut-être parle. même que ce sera le titre de l'épisode. Voilà. Mais bon, voilà, en gros, je me suis dit, j'en ai marre de faire gagner fric à des gens qui ont aucune éthique et qui sont pas du tout alignés avec mes valeurs. Et du coup, j'ai dit, il faut vraiment que je me casse. Donc, j'ai quand même fini l'année, enfin, le projet sur lequel je m'étais engagée, parce qu'encore une fois, bonne petite élève, voilà, j'ai pas osé les mettre en plan, tu comprends, je suis trop gentille. Ça, je le comprendrai plus tard. Et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais, sachant que j'ai envie de continuer à habiter en Turquie, parce que j'ai rencontré un amoureux prometteur. Et en même temps, j'ai pas de permis de travail. Les conditions de travail en Turquie pour un contrat local sont pas top. Tu sais, genre, il y a une semaine de congés payés par an, les salaires sont pas fous. Moi, j'avais été expatriée avec un très beau salaire en devise, avec le chauffeur, l'appartement de fonction et tout. Donc, c'était un peu, la marche était un peu grande, en fait, de passer de ça à un travail local en Turquie. Et puis, je me suis dit, en fait, certes, je suis très amoureuse, mais j'ai pas non plus envie de mettre tous les œufs dans le même panier. Si jamais ça se passe pas bien avec mon mec, voilà, j'ai pas envie d'être trop liée au pays. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, mais en fait, pourquoi je créerais pas ma boîte sur Internet? Comme ça, si j'ai envie de repartir, je repars, mais je reconstruis pas quelque chose pour potentiellement une durée courte. C'est ça qui m'a mis sur la piste de l'entrepreneuriat, de me dire que j'allais voilà, pouvoir créer quelque chose de très flexible au niveau géographique. Mais pour tout te dire, j'avais jamais envisagé d'entreprendre auparavant. C'était vraiment presque un choix par défaut, quoi. Un truc de se dire, bon, bah, localement, il y a pas de taf pour moi. J'ai pas envie non plus de créer, enfin, voilà, de m'embarquer dans quelque chose voilà, sans porte de sortie. Donc, finalement, je vais me créer mon truc à moi. Voilà, au moins, ce sera plus sécurisant. Et c'est comme ça voilà, que l'aventure a démarré. C'est une belle aventure de vraie réinvention professionnelle. Tu nous parles de différents éléments, mais surtout sur le choix, pas par défaut, mais par justement pour t'épanouir, le choix de créer un écosystème qui te correspond, qui correspondait à ta situation présente, à tout ce qui t'entourait et surtout à la niaque que tu avais intérieurement. J'ai envie de revenir sur un point en fait qui va parler, je suis sûre, à toutes les réinventeuses qui nous écoutent, qui est le conflit de valeurs en fait. Tu nous parles, toute cette volonté que tu avais à faire changer les choses de l'intérieur, à mener des projets à impact, et au final, on te dit non parce que c'est pas forcément la priorité ou parce qu'il y avait d'autres enjeux internes. Et là, c'est ce qui t'a un petit peu brisé le cœur, tu nous le dis avec tes mots-là, ça t'a brisé le cœur et c'est ce qui t'a mené un petit peu à l'épuisement professionnel. Ça arrive à beaucoup d'entre nous, je pense surtout quand on est des femmes engagées, quand on a cette volonté de faire changer les choses et quand on a ce syndrome de la bonne élève qui nous en parle aussi. Comment est-ce que tu t'es dit, j'ai besoin d'aide? En fait, tu nous as parlé que tu étais allé voir une psy. Ça peut être différents types d'aide. Comment tu t'es
senti la pulsion ou la nécessité d'être aidée et de ne pas rester dans cette situation où tu étais dans un inconfort? Je pense que c'est une très bonne question et pour être tout à fait honnête, l'idée n'est pas venue de moi. Moi, j'étais un peu aveuglée par la situation, j'étais dedans et tu parlais du syndrome de bon élève, c'était ça, j'avais une grande loyauté vis-à-vis de mon employeur et c'était difficile pour moi de reconnaître que j'étais dans une situation toxique. Tout comme, tu vois, quand on est dans une relation toxique, on le voit pas forcément et on a besoin de quelqu'un d'extérieur qui va dire non mais en fait là, tout ce que tu me racontes, c'est pas normal, quoi. Et en fait, il se trouve que moi, ma maman, elle a fait sa carrière en RH et les signes du burn-out, elle les connaît. Et un jour, je pleurnichais au téléphone en lui disant que j'étais vraiment fatiguée et puis que j'en pouvais plus sur tel et tel et tel point. Et elle m'a dit non mais là tu sais ce que tu me dis ça m'interpelle quand même si j'étais toi. Et sans vouloir me donner de conseils non sollicités, elle m'a juste mis sur la piste, elle m'a dit si j'étais toi je consulterais une psy quand même. Et du coup voilà, j'ai fait une première séance à distance sur Skype à l'époque. Et du coup effectivement voilà, la psy a très vite déjà en lui parlant et en nous, parce que c'est vrai que ma mère, je lui avais partagé certains petits trucs, mais les personnes qu'on connaît, en plus, moi, c'était une relation à distance, tu vois, avec ma famille, mes amis. Tu sais, quand on te demande ça va, tu dis ça va parce que t'as pas non plus envie je sais pas, de plomber l'ambiance ou de. C'est pas tout à fait toujours aussi facile de s'ouvrir à des personnes qu'on a envie de préserver aussi, des situations difficiles qu'on traverse. Et du coup, la psychologue, ça m'a permis de mettre des mots et en fait de me rendre compte de la situation parce que quand je le vivais, j'avais certes des émotions, mais je mettais pas du tout les mots sur la situation. Donc, le fait de pouvoir l'expliquer à quelqu'un d'extérieur, de neutre, ça m'a été hyper utile. Et puis, pour la petite histoire, ça m'a permis de me rendre compte que, en fait, elle pouvait m'aider à distance. Et quand moi, j'ai plus tard décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était aussi grâce à cette expérience où en me disant, en fait, elle fait ses consultations de psy en ligne par Skype. Moi aussi, je pourrais avoir des clients par Skype. Et du coup, ça m'a aussi mis sur la piste, tu vois, du fait de proposer des services en ligne dont j'avais jamais auparavant ni entendu parler ni fait l'expérience. Donc voilà, en gros, ce qui m'a mis sur la piste de se faire aider. Et ensuite, quand j'ai lancé mon activité, j'ai pris une coach aussi pour m'accompagner parce que j'avais vu les bénéfices que ça avait eu d'avoir une aide extérieure, un regard extérieur, ne serait-ce que voilà, pour m'extirper de ma situation toxique au travail. Et puis, du coup, je me suis dit, mais c'est tellement mieux d'être aidée, quoi. Je ne vais pas batailler toute seule à réinventer la roue. S'il y a des personnes qui savent comment faire, moi, je veux qu'elles m'aident, quoi. Et du coup, j'ai fait un coaching aussi pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et plus tard, là, je te disais, ça fait 8 ans que je suis à mon compte et je continue à me faire accompagner de manière plus ou moins régulière parce que je trouve que c'est hyper important, en fait, de pouvoir bien s'entourer et d'être nourri de l'expérience et de l'expertise d'autres personnes parce que quand c'est sa propre situation et quel que soit, tu vois, je pense que même une psy peut avoir besoin d'une psy, une coach peut avoir besoin d'une coach. Moi, je suis consultante, je peux avoir besoin de consultants pour m'aider, quoi. Exactement, ça montre en fait que la réinvention professionnelle, elle se fait rarement toute seule. On a besoin de s'entourer et surtout on a besoin de ces prises de conscience qui nous montrent que ensemble on peut être plus forte et que c'est OK d'être vulnérable, comme tu nous l'as partagé. Merci vraiment de ce moment que tu nous fais vivre. Donc, si on passe maintenant de la partie de l'idée à la concrétisation. Tu sors de ce poste, tu te dis OK, j'en peux plus, c'est pas pour moi, j'ai envie d'entreprendre. Comment est-ce que ça t'est venu l'idée de te dire j'entreprends pour accompagner les autres femmes à se lancer dans des projets à impact positif? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as fait ça? Moi, j'étais en pleine reconversion voilà, du salariat à l'entrepreneuriat. C'est basé déjà en partie sur ce que je vivais. Je me suis rendu compte qu'on était nombreuses voilà, à se poser la question de j'aimerais bien pouvoir gagner ma vie autrement, en gros. Si possible, en étant aussi tu vois, plus libre, plus maître de mon temps, de ma façon de m'organiser. Du coup, parce que c'est pas que pouvoir mettre en œuvre ses valeurs. C'est aussi pouvoir le faire à sa façon. Et je me suis vite rendu compte que en fait, l'écosystème de soutien aux startups était très masculin. Enfin, en tout cas,
c'est l'analyse que j'en ai faite à l'époque. Ça a peut-être un petit peu bougé et encore. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, la raison pour laquelle je l'avais jamais envisagé auparavant, c'est parce que pour moi, un entrepreneur, déjà, c'était un homme qui avait plus de 40 ans, qui avait un super réseau, qui levait des millions, qui avait une idée en or et qui, du coup, avait les moyens, quelque part, de se lancer. Et moi, j'avais pas beaucoup de sous, j'avais pas beaucoup de réseau. En plus, j'avais un peu envie de couper les ponts avec mon réseau pro. J'avais pas de cheveux blancs et puis oui, j'étais une femme et donc j'avais pas trop de modèles, tu vois. J'avais un peu du mal à me projeter et je me suis rendu compte que l'écosystème de soutien à l'entrepreneuriat, il y avait pas mal de programmes, tu vois, qui existaient, mais à chaque fois, il fallait pitcher son idée, passer à une sorte de concours ou tu vois, se mettre en compétition. Et moi, c'est pas du tout ni ma personnalité, ni mes valeurs. Je suis assez introvertie, je suis pas timide, mais en plus, j'avais pas du tout confiance en moi, en mon projet. Enfin, je voyais pas comment je pouvais défendre une idée dans laquelle j'étais pas déjà tout à fait sûre, quoi. Et ça me mettait vraiment inconfortable. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire là pour se dire que les personnes qui veulent entreprendre mais qui n'ont pas forcément la confiance, tu vois, de l'homme blanc hétéro privilégié. Peut-être que nous aussi, on a nos pierres à apporter à l'édifice. Et puis, c'était aussi l'idée de se dire, si on veut des entreprises différentes qui créent de la valeur différemment, il faut aussi qu'on entreprenne de manière différente, de manière alternative. Et il faut savoir que les femmes sont plus enclins que les hommes à porter des projets à impact positif. Il y a eu des statistiques sur le sujet, mais elles sont moins nombreuses à avoir confiance en leur projet et à se lancer et in fine à réussir. Et donc, c'était vraiment pour apporter ma pierre à cet édifice-là que j'ai voulu créer une entreprise d'accompagnement. Alors, au tout début, j'ai aidé à trouver son idée parce que clairement, je me sentais pas la légitimité d'accompagner sur, je sais pas, démultiplier son impact alors que moi-même, je commençais à peine à avoir mes premiers clients. Et puis, voilà, au bout de, je sais plus, 6 ou 9 mois, j'ai eu des clients que j'accompagnais qui me disaient, mais comment on fait maintenant qu'on a notre idée pour trouver nos premiers clients? Donc, du coup, j'ai créé un autre accompagnement sur ce sujet. Puis ensuite, c'était maintenant qu'on a des premiers clients, comment on fait pour en vivre? Parce que c'est pas tout à fait les mêmes stratégies. Et puis là, plus récemment, il y a quelques années, j'ai créé un accompagnement pour démultiplier son impact parce que moi, entre-temps, j'ai passé en fait toutes ces étapes de trouver une idée, la valider, trouver mes premiers clients, vivre de mon activité. Et puis aujourd'hui, on est 9 collaboratrices au sein de Creators for Good. Donc voilà, j'ai toute une équipe qui travaille à accompagner nos différents projets. Et aujourd'hui, j'ai un impact plus grand que ce que j'aurais pu avoir à moi toute seule. Et c'est aussi vers ça que je veux encourager les entrepreneuses à avoir de l'ambition. Et du coup, c'est en ça que je soutiens aussi cet aspect-là de l'entrepreneuriat. Solène, tu nous emmènes vraiment avec toi sur ton chemin de réinvention. Tu nous montres les étapes par lesquelles tu es passée. Tu fais preuve de vulnérabilité et tu nous parles aussi de légitimité, justement. La légitimité, c'est quelque chose auquel les femmes en particulier sont toutes confrontées quand elles veulent se lancer. Pourquoi? Parce qu'elles ont souvent de belles idées. Tu nous parles des grandes idées. Les femmes sont plus à même de lancer des projets à impact, mais elles ont peur. Elles ont aussi un peu moins confiance en elles par rapport à cet homme blanc aux cheveux blancs, hétéro, que tu nous expliquais l'image de l'entrepreneur à la papa. Tu as cassé cette image et aujourd'hui, tu t'es entouré de collaboratrices pour avoir de l'impact. Je voudrais revenir avec toi sur le sujet de la légitimité, justement. Comment on fait pour être légitime quand on commence et quand justement on n'a pas encore franchi toutes les étapes? Tu nous parlais au début, tu proposais de comment trouver son idée et ensuite tu as avancé toi-même sur ton chemin de réinvention et d'entrepreneuriat pour le proposer. Comment tu es légitime face à tes premiers clients quand tu viens de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, je pense que la légitimité, il y a une double question à se poser, c'est-à-dire comment moi-même je me sens légitime et puis comment les autres perçoivent ma légitimité. Et dans l'un et dans l'autre, on peut avoir des a priori ou des croyances limitantes sur le sujet et je pense que c'est important de séparer les deux. Parce que on peut avoir sur le papier toute la légitimité du monde et entre guillemets le CV au carré et pas du tout se sentir légitime.
Et inversement, on peut avoir aucune expérience prouvée ou éprouvée dans un domaine et nous-mêmes nous sentir tout à fait légitimes et avoir la confiance en fait pour avancer. Donc, je pense que c'est important de séparer les deux et de les traiter de manière peut-être un peu différente. La légitimité par rapport à soi-même ou voilà, cette confiance, je pense qu'elle doit avant tout voilà, venir de nous-mêmes. Et pour moi, le meilleur moyen, en fait, de gagner en confiance et du coup, en légitimité par rapport à soi-même, c'est de s'autoriser, en fait, à tester et être en mode test and learn ou voilà, en mode amélioration continue et en se disant, bah, voilà, je vais avancer pas à pas. Et c'est ça qui va me permettre de monter en confiance et de me prouver à moi-même que j'y arrive. Et en se mettant, du coup, des échéances ou en montant des marches qui sont pas trop hautes. Par exemple, quand j'ai commencé, j'ai aidé gratuitement parce que je voulais tester pour voir déjà est-ce que mon aide, elle aide, est-ce que mon aide, elle permet voilà, aux personnes que j'aide d'avancer et d'atteindre leurs objectifs. Ça m'a permis voilà, de me prouver à moi-même que ce que j'avais en tête, en fait, marchait. Et ensuite, j'ai commencé à le proposer de manière payante. Et il y a plein de façons de faire. Je suis pas en train de conseiller à tout le monde de commencer gratuitement et parfois, c'est pas nécessaire. En fait, en gros, si on fait un grand virage dans sa reconversion, ça peut aider dans sa légitimité de commencer gratuitement ou même juste, tu vois, en testant, pas forcément avec des amis, mais avec des personnes, voilà, qui sont OK pour tester. Si par contre, on se reconvertit dans un secteur dans lequel on a déjà de l'expertise et de l'expérience, je déconseille plutôt de le faire gratuitement parce que ça peut aussi justement venir jouer sur la légitimité et plus tard, ça peut freiner la capacité à monnayer en fait son expertise. Donc, c'est vraiment à adapter à chacun. Moi, dans mon cas, j'avais besoin de tester gratuitement et ça m'a pas fait baisser en confiance en me disant, là là, les gens payeront jamais pour. Non, j'avais besoin de savoir déjà, est-ce que ça marche? Et ensuite, voilà, de récolter des témoignages aussi. Et puis, du coup, ça amène à la légitimité extérieure, c'est de se dire, bah, oui, bien sûr, on peut avoir un bagage théorique de formation, de diplôme ou d'expérience. Mais au final, ce qui apporte le plus de légitimité, c'est les témoignages d'autres personnes qu'on a pu aider. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, 8 ans après m'être lancée. Clairement, mes clientes, elles sont contrebalance ce que j'ai fait en master en développement durable. Enfin, entre guillemets, je sais de quoi je parle, mais c'est pas ça qui les convainc de travailler avec moi. C'est de lire les histoires et de voir les vidéos des personnes qui ont pu évoluer grâce à nos accompagnements et c'est ça qui les convainc en fait. Et ça, c'est vrai dès le départ en fait. Du coup, voilà, je pense que l'idée, c'est d'avoir un ou deux ou trois premières expériences payantes ou à petit prix et de se baser sur ça pour déjà soi-même gagner en confiance par rapport à soi-même et aussi pour avoir des case studies en fait à montrer au monde et en disant bah voilà j'aspire à aider les femmes qui ont vécu un accouchement traumatique et voilà à dépasser leur traumatisme. Bon bah je vais aider 2-3 personnes et elles vont témoigner en disant ah oui grâce à machin ça m'a vachement aidé avant je pleurais tous les jours et j'avais des flashbacks et ceci et cela. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé de la sérénité. Le lien avec mon enfant est restauré. Avec mon mari, ça va mieux, machin. Et en fait, c'est cette histoire-là qui va convaincre les clients plus que de dire j'ai fait un certificat en PNL, EMDR et autres techniques de thérapie cognitive, comportementale, tout ce qu'on veut. Donc, je pense que ça, c'est hyper important de le comprendre parce que je pense pour ton audience aussi, qui est peut-être encore salarié, le salariat, on se base sur son CV pour trouver un autre job. L'entrepreneuriat, les gens, ils s'en fichent de votre CV. Eux, ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes. Et est-ce que vous allez pouvoir les aider? Et donc, ça va être plus, c'est pas le passé qui compte, c'est le futur. Et c'est aussi, du coup, leur capacité à se projeter dans le futur. À se dire, bah, ah, machin, elle était dans ma situation et aujourd'hui, elle a les résultats que moi, j'ai envie d'atteindre. Ah bah génial, en fait, elle va pouvoir, je sens que c'est une solution qui va pouvoir m'aider. Et je pense que c'est ça, en fait, la légitimité, c'est de pouvoir aider les personnes qu'on souhaite aider à se projeter dans le fait que oui, ça peut marcher pour elles. Formidable partage, encore une fois, plein de richesses, plein de pépites pour la légitimité. Je pense que ça va aider beaucoup d'entre nous et beaucoup de celles qui nous écoutent. Tu nous as parlé de test and learn.
En fait, le fait de faire sa petite souris, comme nous disait Caroline Mignot dans des épisodes précédents, faire sa petite souris, aller chercher avec sa baguette de sorcier un petit peu où se trouve le besoin, le potentiel pour tester et ensuite itérer et faire ça en plus grosse échelle. Mais dans ce test and learn, parfois, il y a des fails. Il y a des moments où, en fait, on fail, on a un échec. L'échec en France est très, 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 très mal vécu, alors que dans l'entrepreneuriat, l'échec, c'est un vrai apprentissage. Est-ce que tu peux nous partager un de tes apprentissages jusqu'à présent, Solène? Ouais, je trouve que c'est hyper important effectivement que tu soulèves le sujet et on a tous notre ego et comme tu le disais aussi notre background culturel voilà, on n'a pas envie d'échouer, on fait comme des stratégies d'évitement de l'échec, on va rester dans notre zone de confort, on va essayer de bien baliser le terrain pour être en contrôle et surtout pas trébucher. Alors que très souvent, voilà, les échecs, c'est ce qui va nous mettre sur la bonne voie et ce qui va nous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Moi, je peux partager une anecdote, ma toute première vente qui a été un échec cuisant. Ça me fait rire aujourd'hui quand j'y repense, mais sur le coup, j'étais toute tremblante et puis clairement peu fière de la situation et ça a été difficile à vivre sur le coup et en même temps, c'est ça aussi qui a impulsé plein de choses. Donc, je sais plus si j'en ai parlé, mais dans mon ancien travail salarié, j'avais fait de la vente, enfin en tout cas, oui, j'avais fait de la vente et puis j'avais déjà été au contact des chiffres, du fait d'engranger un chiffre d'affaires et tout. Donc, ce n'était pas forcément quelque chose qui me faisait peur pour ma propre activité. Sauf qu'en fait, vendre pour quelqu'un d'autre et avec un logo et tout ça, toute la légitimité de l'entreprise pour laquelle on travaille, ça n'a rien à voir que vendre ses propres services, que en plus les propres services alignés avec ce qu'on aime. Donc, faire ce qu'on aime, il y a comme une difficulté en fait à assumer et à se dire ouais, pour moi c'est facile et je vais prendre du plaisir à faire ce pourquoi vous allez me payer. C'est culturellement c'est pas tout à fait ancré. Faut se rappeler que travail en français ça vient du latin tripalium, la torture. Donc à la base, on n'a pas du tout été formaté en fait pour trouver du plaisir dans notre travail et pour être rémunéré pour quelque chose qui nous fait plaisir parce que c'est la prostitution. Enfin, il y a tout un bagage comme ça totalement inconscient qui fait que c'est difficile d'assumer de vendre quelque chose qu'on aime dans lequel on va trouver du plaisir, etc. Ma première vente, donc j'avais voilà, déjà aidé certaines personnes gratuitement, puis je me sentais prête à proposer mes services. Et justement, il y a quelqu'un qui a émis un intérêt pour ce que je faisais, qui a demandé à en savoir plus. Et donc, on a eu une conversation pour en discuter. Et au moment, en fait, où j'étais censée présenter, dire, bah oui, je pense pouvoir vous aider et voici comment, etc., j'ai complètement paniqué, mais vraiment, c'était mon corps qui a voulu s'enfuir de la situation. Et du coup, j'étais au téléphone, sur donc Skype à l'époque, et j'ai dit un truc, mais ça voulait rien dire. C'était en mode, oui, alors du coup, pour ce que je propose, vous allez voir sur mon site internet. Ok, au revoir. Et j'ai raccroché en mode, allez voir sur mon site. Et j'ai pas osé dire ce que je proposais, comment ça marchait, quel prix, quel truc et tout. J'ai complètement paniqué. Et là, je me suis dit, ah ouais, je vais avoir un problème parce que j'ai un tout petit peu d'économie, mais pas des masses non plus. J'avais pas le droit au chômage, j'avais pas le droit de faire, de lever des fonds, d'avoir des prêts, des aides, des machins, des trucs. Et en gros, j'avais de quoi tenir un an mon loyer et remplir mon frigo. Mais clairement, c'était soit mon activité, elle marche financièrement, soit c'est on prend l'avion et on retourne sur le canapé de papa-maman parce qu'on ne peut plus payer son loyer. Donc, je me suis dit, waouh, au secours, quoi. J'adore l'idée que j'ai envie de créer. Je sais que ça aide, que ça peut marcher, mais il va falloir que je vende, quoi, parce que et je sais faire en théorie et je l'ai fait pour les connards pour qui je travaillais précédemment. Pourquoi j'y arrive pas pour moi, quoi, alors que j'y crois encore plus à ce que je propose.
Et du coup, ça a impulsé le fait de travailler donc mon rapport à l'argent et le fait d'apaiser toutes ces croyances et toutes ces peurs qu'on peut avoir autour du fait de monnayer quelque chose qu'on aime. Et donc, ce gros fail, ça a été une énorme claque qui m'a mis sur la piste de ce travail sur la relation à l'argent. Et heureusement que je l'ai fait et que je l'ai vécu, parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes que j'accompagne vivent plus ou moins la même chose et dans des circonstances différentes. Mais du coup, je peux aussi les accompagner là-dessus parce que je l'ai vécu. Et tout à l'heure, on parlait de la légitimité ou du fait, tu parlais aussi précédemment du fait que souvent, quand on se lance, il faut repartir de soi. Et puis, c'est son expérience, son chemin de vie qui va être source de richesse. Et c'est tout à fait ça, en fait. Toutes les difficultés qu'on traverse, c'est autant de pépites qu'on va pouvoir, une fois qu'on les a transcendées, hein, évidemment, qu'on va pouvoir partager aux autres. Et ça va faire aussi notre légitimité. Parce que voilà, si on veut aider, d'avoir traversé des difficultés ou d'avoir une vulnérabilité sur certains sujets, c'est aussi ce qui va nous permettre d'être authentiques et légitimes et encore plus aidants. Ce rapport à l'argent que tu évoques, il est très, très, très intéressant, je pense, et il va parler à nos auditrices dans la mesure où elles ont en tête un projet, elles ont envie de se lancer, elles sont peut-être encore en entreprise, mais en tout cas, quand on est en entreprise, en fait, on a un rapport à l'argent et même à la vente tout à fait différent. Pourquoi? Parce que on vend pour des personnes, comme tu l'as dit, on vend avec la légitimité d'une entreprise, d'un logo, et en fait, on ne touche pas forcément cet argent et qu'on gagne ou perd d'une vente, il n'y a pas d'impact sur notre salaire. Ce n'est pas le cas quand on est entrepreneur et qu'on doit vendre. C'est un mot qui fait peur parce que la vente, ça nous évoque souvent le vendeur de tapis ou le vendeur d'auto qui vient avec tous ces arguments parfois assez foireux et on se sent un peu agressé dans notre manière de recevoir la vente par rapport aux propres expériences qu'on a vécues. Et tu nous le partages aujourd'hui, Solène. Je voudrais faire un focus sur ça, justement. La vente, c'est quelque chose qui nous effraie quand on est une femme et quand on est dans l'entrepreneuriat. Et de travailler son rapport à l'argent, c'est très, très important, mais aussi travailler la manière dont on va proposer, parce que la vente, c'est rien d'autre que proposer à un moment une solution qu'on a par rapport à un besoin que la personne a en face de nous. Donc, c'est juste mettre en avant deux compétences ou une synergie de ce qui peut être fait ensemble en proposant, en sortant de ce rapport un petit peu malsain ou cette image du vendeur de tapis qu'on a tous en tête. Donc, merci de ce partage, je pense qu'il parlera à beaucoup d'entre nous. Tu reparlais aussi de la connaissance de soi quand on entreprend, et c'est vrai, et c'est partir à l'exploration de qui on est. Est-ce qu'il y a des facettes de toi que tu as découvertes, Solène, quand tu as entrepris ou dans ton parcours actuel que tu voudrais nous partager? Peut-être la facette, effectivement, de collaboratrice, de co-créatrice, parce que moi, je suis assez introvertie dans le sens où les gens me prennent de l'énergie et j'ai besoin d'être seule par moment pour faire remonter mon énergie, à contrario des extravertis qui ont besoin de gens pour monter en énergie. Enfin, c'est moi ma définition de introversion-extraversion. Et donc, j'ai toujours aimé faire les choses un peu seule. D'ailleurs, quand je me suis lancée, je me suis dit génial, enfin plus d'équipe, je vais pouvoir être seule, je vais pouvoir faire les trucs à ma sauce, à mon rythme, dans mon salon. Ça va être parfait pour moi. Mon activité a grandi. Au bout d'un moment, je pouvais pas tout faire toute seule, donc j'ai dû commencer à déléguer. Et puis aujourd'hui, je me suis entourée d'une équipe beaucoup plus conséquente que ce que j'avais imaginé en fait en me lançant dans l'entrepreneuriat. Et pareil pour les personnes que j'accompagne. Au début, je les accompagnais moi seule, en individuel, comme on dit, en one-to-one. Et aujourd'hui, même s'il y a toujours de l'individuel dans mes accompagnements, il y a beaucoup de collectifs. Je mets en commun les personnes que j'accompagne. Et en fait, cet aspect collectif, sororité, en fait, soutien les uns des autres, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en entreprenant et en étant aussi au contact de personnes alignées avec mes valeurs. Parce que clairement, quand j'étais dans une équipe avec des gens qui n'avaient pas les mêmes valeurs que moi, évidemment qu'ils me prenaient toute mon énergie et que et que parfois je m'enfermais dans mon bureau en disant « Vous me laissez tranquille pendant 2 heures, je veux parler à personne !»
Alors qu'aujourd'hui, j'ai la chance, en fait, et c'est vraiment quelque chose. S'il y a une chose que m'a apporté l'entrepreneuriat dans mon quotidien, c'est ça, c'est de pouvoir être avec des personnes alignées, avec qui j'adore échanger, être, partager, etc. Et aujourd'hui, voilà, je me suis un peu réconciliée avec les autres, entre guillemets, et avec le fait de pouvoir être nourrie d'autres personnes et de voir les échanges formels ou informels comme une source vraiment de richesse. J'ai organisé à 2 reprises des retraites pour entrepreneurs où on fait des cercles de femmes, où tu vois, vraiment, on libère la parole, on est dans une écoute, dans une attention les unes pour les autres. Et j'adore ces moments-là. Enfin, vraiment, j'aurais jamais soupçonné ça de moi, me connaissant et sachant la personne que j'étais devenue dans le monde aride du salariat malsain. Et je pense que c'est ça aussi, se donner l'autorisation d'entreprendre. C'est aussi aller vers la meilleure version de soi-même et pouvoir atteindre son plein potentiel, même celui qu'on ne soupçonnait pas, parce qu'on a besoin en fait d'être dans un écosystème sur un terreau propice pour vraiment s'épanouir pleinement. Et du coup, quand on entreprend, on a la chance de pouvoir choisir justement de qui on va s'entourer et dans quel terreau on va s'ancrer pour fleurir. Tu nous parles de terreau, tu nous parles de fleurir et tu nous as parlé aussi d'énergie. C'est vraiment un élément que je voulais souligner ici. On en parle très peu de l'énergie en fait, surtout quand on est dans la société moderne qui est axée sur la productivité, sur l'organisation, sur l'efficacité, sur les chiffres d'affaires. Mais l'énergie, c'est quelque chose quand même qui est au centre de notre vie et qui rayonne partout. Tout est composé d'énergie. Même si moi, avant, je pensais que l'énergie, c'était ce qui était marqué les kilocalories ou les kilojoules sur les paquets de biscuits. Ce n'est pas que ça. Et l'énergie, on en prend conscience aussi, comme tu le dis, quand on n'est pas aligné avec son énergie, eh bien, on se sent vidé, on ne se sent pas au top, on n'arrive pas à exprimer tout son potentiel. C'est pour ça que moi-même, dans mon approche et dans mes accompagnements, j'allie énergie et stratégie grâce à un outil de connaissance de soi qui s'appelle le Human Design. Je ne sais pas si tu connais. Génial, ouais. Je suppose d'ailleurs que tu es projecteur. On en parlera juste après cette interview. Mais je voulais revenir aussi donc, sur cette énergie et sur ce fait de se connecter à la nature et au terreau que tu évoques, parce que tu parles dans ton approche de permaculture de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut revenir sur cette terminologie? Est-ce que tu mets derrière, justement? Tout à l'heure, j'évoquais les retraites que j'ai eu l'occasion d'organiser. Et la toute première, en fait, c'était en Grèce, dans un lieu en permaculture. Donc, la permaculture, c'est une façon, en fait, de cultiver la terre qui va être différente de l'agriculture traditionnelle et qui va s'inspirer de la nature pour être le plus efficace possible, pour pouvoir donc respecter la terre, respecter les humains et être le plus fertile possible. Donc voilà ce qu'est la permaculture. Et à l'occasion de ce séjour, je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être sympa pour les ateliers qu'on fera la journée, de justement faire un parallèle entre les principes de la permaculture, il y en a 12, et l'entrepreneuriat. Et du coup, moi, ça m'intéressait, c'était peut-être presque un challenge intellectuel de me dire, bah voilà, ça catalyse un peu ma créativité. Donc, je propose ça pour la retraite. Et en fait, déjà, j'ai adoré faire ce parallèle. Et surtout, à la fin du séjour, j'ai eu plusieurs participantes qui m'ont dit, mais c'était vraiment trop génial, mais bien sûr, on aurait dû y penser avant. Est-ce que tu n'as pas des supports, un truc, des articles de blog, je sais pas, les slides, on les récupère comment? Il faut absolument que j'en parle à machin, que je partage avec truc. Enfin voilà. Donc elles étaient en demande de support. Et moi, à l'époque, j'avais un projet, j'avais envie d'écrire un livre. Et donc voilà, ça a un peu fait pivoter mon idée de livre de base. Et donc j'ai écrit un livre sur le sujet. En fait, l'idée, c'est de se dire, bah voilà, la permaculture, ça permet de donc cultiver la terre sans abîmer les sols, en travaillant moins que l'agriculture traditionnelle et en ayant plus de rentabilité, entre guillemets, enfin de fertilité. Et si on transpose ça à l'entrepreneuriat, ça veut dire qu'on peut créer des entreprises qui ne détruisent pas la planète,
des entreprises dans lesquelles on travaille moins que la norme et où on va gagner tout autant d'argent, voire plus. Et je trouve que c'est une belle promesse parce que très souvent, on se dit bon, bah ok, j'ai envie d'aligner avec mes valeurs, mais du coup, va falloir que je fasse une croix sur mon train de vie ou sur ou sur mon confort matériel parce que je vais pas pouvoir gagner autant. Et il y a beaucoup de personnes qui, du coup, réfrènent leurs idées ou leur créativité en se disant, bah voilà, quelque part, je suis pas bien dans mon job, mais en même temps, j'ai pas envie de faire une croix sur ma sécurité financière ou sur mon confort. Et ce qui est tout à fait compréhensible. Et du coup, l'idée de ce livre et au-delà de ça, de mon message, c'est de dire, mais si les meufs, on peut très bien gagner sa vie sans détruire la planète au passage et en travaillant peu. Donc moi, aujourd'hui, je travaille 4 jours par semaine. En plus, j'ai eu un petit garçon là, il y a 3 ans. Donc voilà, ça a pris un peu plus de place aussi dans ma vie. Je gagne mieux ma vie que dans mon ancien travail salarié. J'œuvre pour ma cause à moi, qui est l'entrepreneuriat à impact. Donc je pense que c'est hyper important d'avoir des modèles, des références, des preuves tangibles qui nous permettent d'y croire en fait pour oser ensuite le faire. La permaculture, c'est un moyen en fait d'avoir un cadre de pensée qui nous permet d'y croire, mais il y a aussi des exemples inspirants et je trouve que du coup tu fais un super travail avec ton podcast pour justement donner de la parole et donner de la voix à des personnes qui osent justement sortir des sentiers battus et je pense que ça aide tes auditrices à du coup se projeter et y croire pour elles-mêmes, quelle que soit la façon dont elles vont ensuite s'approprier ça et le vivre et le vivre par elles-mêmes, quoi. Tu abordes exactement, je pense, les peurs que toutes les femmes ont, qui sont encore dans des périodes de questionnement, qui ont peur de se réinventer alors qu'elles ont une étincelle, qu'elles ont envie de révéler en elles. C'est la peur de comment je fais en fait pour gagner ma vie et comment je fais pour subvenir à mes besoins et pas tout quitter, changer sur mon train de vie. Et justement, c'est une peur qu'on a toutes. Comment tu as fait pour danser, toi, avec cette peur, Solène? Alors, je le mentionnais tout à l'heure, moi j'avais une échéance très claire parce que j'avais un peu de réserve d'argent, mais pas d'aide. Déjà, je veux souligner que pour celles qui nous écoutent et qui sont en France ou dans un pays qui dispose de ce genre d'aide, c'est une énorme chance d'avoir le droit en fait d'avoir 2 ans de chômage parce que 2 ans, ça laisse quand même le temps de se lancer, d'avoir des clients, puis de commencer à pouvoir vivre de son activité. Par contre, ça passe vite aussi. Je pense que c'est important de pouvoir vraiment structurer sa démarche et surtout de bien s'entourer, quelle que soit la forme que ça prend, pour pas réinventer la roue. Parce que c'est pas parce qu'on va lancer un site web que paf pif pouf on va gagner des sous, quoi. Il y a plein de choses à mettre en place qu'on soupçonne pas en fait avant de s'être soi-même lancé. Et donc, je trouve que c'est hyper important de pouvoir s'appuyer sur l'expertise et l'expérience d'autres personnes qui sont passées par là pour mettre toutes les chances de son côté pour faire en sorte que ça marche. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et clairement, si j'avais pas été aidée, je serais pas là à ton micro à raconter ma vie, quoi. C'est clair que seule, je serais jamais arrivée dans le temps imparti. Et puis, ça m'aurait pris, je sais pas, un nombre d'années incalculable et je me serais, même si j'avais tout l'argent du monde, je me serais épuisée et j'aurais perdu confiance parce que si au bout de 3 ans, on a eu 4 clients et demi, on se dit, bon, je n'y arriverai jamais, quoi. Donc, c'est important d'avoir des résultats relativement rapidement pour maintenir le cap et la confiance. Alors après, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être du collectif, de l'individuel, ça peut être des formations, ça peut être même juste lire des livres, tu vois. Je trouve que c'est un super moyen aussi de s'imprégner de l'expérience, de l'expertise d'autres personnes et ça coûte pas très cher parce que parfois c'est ça aussi, on se dit oh là mais j'ai pas envie d'investir alors que je sais pas encore si je vais pouvoir gagner des sous. Et en même temps, voilà, faut pouvoir s'investir et tester et learner et apprendre de ces tests pour pouvoir avancer. Donc voilà ce que je dirais à ces personnes qui sont un peu dans cette hésitation, c'est de se rendre compte que personne n'a réussi seul en fait. Je sais pas toi d'ailleurs si tu partages aussi un peu tes coulisses et ton parcours sur ce sujet, mais j'imagine que si ton activité elle en est là aujourd'hui, que tu t'es
voilà, forcément fait accompagner sur un ou plusieurs aspects de ton activité. Et je pense que c'est quelque chose, encore une fois, on en revient un peu au conditionnement culturel où, tu vois, on nous a dit, faut, tu sais, faire comme une grande, tu vois, genre, je le fais toute seule comme une grande. Il y a un truc un peu de se dire, voilà, faut que je porte tout sur mes épaules, faut que si je me fais aider, je triche, tu sais, c'est à l'école, fallait surtout pas regarder sur les cahiers des copains. Voilà, je pense que si on veut une société différente, faut aussi faire les choses différemment et clairement collaborer, s'entraider, s'entourer, accepter de se faire aider, même si c'est nous qui avons envie d'être utiles, il faut aussi pouvoir accueillir, tu vois, de l'aide extérieure. C'est c'est un vrai cheminement parce qu'on n'a pas été conditionné pour. Et pour autant, c'est ça qui fait toute la différence. Je suis complètement alignée avec toi et tu évoquais tout à l'heure la sororité, le fait de co-créer, le fait de s'entourer et en fait le fait aussi d'adopter un état d'esprit d'abondance, c'est-à-dire d'investir pour son entreprise dans des personnes dans lesquelles on croit en fait. Ça fait un petit peu circuler l'argent entre... ça peut être aussi le fait de créer de l'impact en soutenant des personnes qui nous apportent et en choisissant les personnes auprès desquelles on se fait accompagner. C'est des choses que je fais moi-même et je trouve que justement, ça peut permettre de travailler autrement et surtout de voir comment est-ce qu'on a envie de grandir et de faire sa propre permaculture. C'est exactement ce que tu disais. Et on va se ruer sur ton livre il est édité, c'est ça, il est déjà lancé, le guide de l'entrepreneuriat durable, s'inspirer des 12 principes de la permaculture. C'est ça, c'est aux éditions Duno, le guide de l'entrepreneur durable. Si tu veux, je te donnerai, je ne sais pas si tu fais ça parfois, mais j'ai un lien du coup qui présente le livre et qui permet aussi de télécharger les 20 premières pages Génial. gratuitement. Ah ça va être Du un coup, voilà, super pour les cadeau. personnes que ça interpelle, qu'elles n'hésitent pas à tester encore une fois avant de s'engager dans l'achat du livre, parce que le but, c'est de ne pas créer de déchets. Donc, voilà, je pense que c'est important pour moi de proposer déjà un échantillon gratuit, entre guillemets, pour se rendre compte si on accroche avec le style du livre et si on a envie d'aller plus loin. Donc, je te donnerai le lien, c'est creatorsforgood.com/livre, mais on le mettra peut-être dans ta description pour les personnes dont ça éveille la curiosité. On fera ça, c'est promis. Est-ce que du coup, il y a un conseil que tu aurais aimé te donner à la toi d'avant, quand tu étais salarié, avant de devenir entrepreneur à impact, pour inspirer d'autres femmes qui nous écoutent? Peut-être d'écouter mon intuition, mon corps, parce qu'en fait, au fond de soi, on sait, mais encore une fois, il y a toutes ces couches de peur, de conditionnement sociétal, de regard des autres qui fait peur, oh là là, mais si je mets ça sur mon profil LinkedIn, que vont penser mes anciens collègues? Enfin bref, il y a plein de choses qui entravent un peu notre capacité à avancer sereinement. Et c'est clair que c'est difficile de changer, il faut le reconnaître, mais il faut aussi savoir que au fond de soi, on le sait. Et je pense que ça, c'est clair que j'accordais pas assez d'importance et de valeur à ma petite voix intérieure. Ça, je l'ai vraiment développé sur le tard, entre guillemets. Et ouais, si je regarde en arrière, s'il y a une chose que je pourrais chuter à l'oreille de l'ancienne version de moi-même, c'est vraiment ça. Et je pense que c'est aussi du coup un conseil qui peut s'appliquer aux personnes qui nous écoutent. On va passer à la dernière partie du coup de ce podcast qui s'appelle le funk des idées. Le concept, il est très simple, c'est que je commence une phrase et tu la finis de manière hyper spontanée. Est-ce que ça te va? Ça marche. Avant de me lancer, j'aurais jamais pensé que je pouvais mieux gagner ma vie que dans mon ancienne vie salariée. Le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était de vendre mes prestations en B2B à des entreprises parce que tu comprends, elles ont plein d'argent. Avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était de faire un bilan de compétences et de regarder dans mon passé ce sur quoi je pouvais m'appuyer. Ma plus grande peur, c'était de ne pas réussir à vivre de mon activité à temps et de devoir retourner à vivre chez mes parents. Quand j'étais petite, je rêvais que je serais présidente de la République. Ah, bientôt, les prochaines élections arrivent là, dans 5 ans.
Même si je suis une femme, maman super occupée, je prends du temps pour moi quand? Je vais à mes cours de poterie. Ah, génial! Et en plus, tu es une artiste, j'adore. Merci beaucoup, Solène. Pour finir, ce podcast s'appelle Happy Healthy Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer ta vie. Qu'est-ce qui te rend happy justement en ce moment? Écoute, c'est d'avoir des conversations avec des personnes comme toi qui ont une super bonne vibe. Au-delà de ça, en fait, de connecter tous les jours avec des personnes avec qui je me sens bien, je me sens alignée, je me sens utile. Et souvent, on dit que la qualité de vie, c'est la qualité de nos relations. Et je pense que c'est hyper important de reconnaître à quel point les personnes avec qui on va partager notre vie, que ce soit dans les sphères personnelles, mais aussi professionnelles, c'est ça qui vont faire que, à la fin de notre vie, on n'aura pas de regrets, en fait, quelle que soit la taille de la maison, de la voiture, je sais pas, de toutes les choses dont la société nous dit qu'il faut pour être heureux. Je pense que, voilà, c'est pas le matériel qui est important, c'est vraiment les relations, les personnes avec qui on a la chance de connecter et ça, c'est vraiment ce qui me rend heureuse au jour le jour. Et est-ce que tu as une habitude healthy dans ta vie de femme, d'entrepreneur? Et ça ne veut pas dire manger des salades. Moi, en fait, ouais, depuis que je suis devenue entrepreneur, je m'autorise à m'organiser en fonction de mon cycle féminin. Donc, en fait, quand j'ai mes règles, je prends pas de rendez-vous. Je travaille depuis mon lit avec ma petite bouillotte sur le ventre. Je me fais des journées très light et je m'autorise en fait vraiment un temps pour moi et de vivre. De travailler à mon rythme plutôt que d'imposer à mon corps un rythme linéaire du lundi au vendredi de 9h à 18h. Ça a vraiment tout changé dans ma santé et physique et mentale. Et du coup, si ça peut inspirer d'autres, je lance le petit tip. On adore le cycle féminin, c'est quelque chose, on pourrait en faire un épisode entier. Et est-ce que tu as quelque chose qui te rend funky, que tu kiffes dans ton quotidien et que tu ne pouvais pas faire avant dans ta vie de salarié? Prendre des cours de poterie le vendredi après-midi, par exemple. C'est clair que ça, c'était quelque chose que je pouvais pas faire. Et pour finir, est-ce que tu as un message à faire passer, Solène, pour clôturer? Alors, mon message aux personnes qui nous écoutent, ce serait croyez en vous, croyez en votre petite voix. Prenez le temps dont vous avez besoin parce qu'on est aussi dans une société de l'instantané où on a l'impression que si ça va pas vite, c'est pas bien. Et je pense que c'est important aussi de s'autoriser à prendre le temps, à ralentir, à maturer les choses, à faire décanter et quelque part préparer le terrain de votre propre transformation. Quand vous le sentirez, lancez-vous, faites-vous accompagner par Nathalie par exemple ou par n'importe quel autre format qui vous parle, qui vous porte, qui vous appelle parce que si vous le sentez, pas la peine de demander l'avis à votre conjoint ou à vos amis ou encore pire à vos anciens collègues. Vraiment, faites-vous confiance et allez-y à votre rythme. Et pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on peut te retrouver, Solène? Alors, mon site internet, c'est www.creatorsforgood.com et sinon, là où je suis le plus active, c'est sur Instagram, côté réseaux sociaux. Et mon handle, je sais pas comment dire en français, mon pseudo, c'est Solène _for_good. C'est un mix entre Solène Pinier et Creators for Good. Voilà, Solène for Good, où je partage à la fois des conseils pour les entrepreneurs à impact, mais aussi les coulisses de ma propre aventure entrepreneuriale. Génial. Je te remercie beaucoup pour ce partage, ce moment que tu nous as fait vivre et tu nous as éclairé sur la permaculture et l'entrepreneuriat à impact. Merci beaucoup pour ce moment. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram @happyhealthyfunky, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Healthy Funky au plus grand nombre.